Bom dia. Emer, in a few minutes, in 2 minutes, we can start if you like, because we are set everything. Also the live Facebook, everything is. Sister Pat is going to introduce. Is she here already? Yes. Okay. Okay. Just let me. Okay. Pat, you can go. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, sœurs, amis et frères, où vous vous trouvez partout dans le monde. C'est le second webinaire d'une série de 4 que je suis ravie de mener sur la protection des mineurs avec le Centre pour la protection des mineurs à l'Université pontificale grégorienne et le Telefono Azzurro italien. Donc, pour mettre tout ceci dans un contexte, à la dernière assemblée de la WISC, en mai 2019, les membres de la WISC réunis, religieuses, congrégations de partout, ont réfléchi ensemble sur la mise en place d'un instrument pour mobiliser la culture, la sauvegarde, la protection des mineurs. Donc, pour notre instruction, formation en tant que membre dans des congrégations et aussi pour notre personnel, surtout dans le champ de la protection des personnes les plus vulnérables et les mineurs. Donc, c'est un défi pour nous à tous les niveaux et dans tout ça, nous sommes tous des leaders et nous sommes appelés à montrer, à vivre ce leadership. Donc, nous avons réalisé qu'il fallait apprendre des erreurs du passé et travailler pour mettre en place des stratégies, des protocoles, des lignes directives, mais celles-ci ne doivent pas être seulement des documents écrits, mais elles doivent être vraiment vécues. Donc maintenant, c'est avec grand plaisir que je passe la parole à Imama Corsi de la Commission pour la protection des mineurs. Elle va elle-même introduire le père Hans Zollner. Bonjour tout le monde. Donc, au nom du président Carl Schoen de la Commission pontificale de la protection des mineurs et de tous nos membres partout dans le monde, tous ceux qui nous ont rejoints dans ce séminaire et qui travaillent sur la protection des mineurs avec le père Zollner. Merci de même à la WISC et Telefono Azzurro qui travaillent dans le même domaine pour toutes les initiatives. Père Hans Zollner est le président du Centre de la protection des mineurs à l'Université pontificale grégorienne. Il est aussi le conseiller de la commission pontificale. C'est un psychologue, un thérapeute, un professeur aussi à l'université. Il est particulièrement expert dans la formation des séminaristes partout dans le monde. C'est un jésuite. Il est la force et le moteur qui a lancé la protection des mineurs et la formation des professionnels dans notre Église. Il a
travaillé à la mise en place des groupes pour la protection des mineurs. Per Zollner est un membre fondateur de la Commission pontificale de la protection des mineurs depuis son établissement en février avec le pape. Per Zollner a mené tous les travaux, surtout avec les conférences des évêques, mais aussi au niveau, à tous les niveaux de l'Église. Voilà, 400 initiatives ont été réalisées avec les congrégations, les paroisses, les diocèses, les conférences des évêques. Voilà, il a été dans plusieurs pays du monde pour les formations des religieux et des religieuses dans la matière, pour qu'ils puissent être de bons accompagnateurs pour la protection des mineurs. Voilà, donc il a été partout pour des formations ciblées sur la protection des mineurs. Il a été le représentant, voilà, pour durant la conférence qui a eu lieu en février 2019 avec le pape François, qui a été vraiment un sujet très important au niveau mondial. La protection des mineurs, l'abus sexuel au sein de l'Église et ses conséquences dévastatrices. Comme je suis mère de 2 petits-enfants et je voudrais bien les porter à être dans l'Église, j'aimerais bien mettre en relief le travail de Per Zollner qui donne beaucoup de sécurité aux parents comme moi. Je suis sûre aussi que toutes les personnes dans l'Église, hors de l'Église, les consacrés, les religieux peuvent apprendre beaucoup de la voix d'un expert. Donc, tous les victimes de l'abus, les familles, les soignants, les accompagnateurs, il y a beaucoup de monde qui attend pour apprendre. Il ne faut pas penser au passé, mais projeter le futur, travailler sur le présent. Et c'est dans cette voie que, en 2017, qu'avec le Telefono Azzurro, que le Père Zollner avait aussi individué des formations en ligne pour arriver au plus grand nombre d'accompagnateurs partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des mineurs au temps du confinement. Bonjour tout le monde. Merci Irma. Merci Sœur Pat pour l'introduction. Je vous remercie. Je remercie tous les participants et tous ceux qui vont regarder ceci après. J'ai l'honneur de m'adresser à autant de personnes par le biais de ce moyen que j'ai appris à apprécier dans le temps de confinement sur le thème qui a été déjà évoqué. Donc, la protection des mineurs au temps du confinement. Je vais partager avec vous ma présentation intitulée donc la protection en ligne au temps du confinement. Ce que je ferai, c'est présenter des sujets avec des objectifs. Voilà, vous êtes tous à connaissance des risques en ligne. Vous êtes devenus aussi conscients des risques d'abus en ligne durant le confinement. Vous comprenez. Donc, on va travailler sur l'objectif de comprendre ce que vous pouvez faire pour sauvegarder et protéger.
J'espère aussi que vous allez pouvoir préparer votre projet. Vous allez s'engager à sauvegarder et à la protection en ligne et vous allez avoir aussi être motivé pour travailler dans la sauvegarde et la protection des mineurs. J'entends des microphones. Je vous prie de le mettre en modalité muette. Donc, la cause, il y a une interférence. Je vous prie de régler ça. Il faut mettre en modalité muette. Il s'agit ici des personnes qui, en m'écoutant et en observant, en lisant ce qu'il y a dans les diapositives, vont être influencés, vont peut-être être touchés, vont être intrigués. Il y a un matériel qui est fort, donc je vous prie d'être attentif à votre sensibilité. Si vous retenez que c'est trop fort pour vous, arrêtez de regarder. Je suis sûre qu'il y a parmi nous aussi des victimes d'abus, de tout genre d'abus. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous allons parler de ça dans la présentation. Donc voilà, je vous prie de vous prendre en charge si vous vous sentez mal ou bien ému par le contenu de cette présentation. Donc le réseau Internet est vraiment une grande opportunité, sinon nous ne pourrions pas faire ce que nous sommes en train de faire. Dans ce webinaire, nous sommes par exemple plusieurs participants. Donc le réseau Internet a été mis en place dans le monde entier. Il a été un catalyseur positif pour l'innovation, l'éducation et la croissance économique. Donc voilà, nous sommes tous en train de jouir de ce que nous pouvons en retirer. Mais il y a par contre plusieurs questions sérieuses et il y a beaucoup de monde qui se demande sur l'impact au niveau physique, sexuel, psychologique, éducationnel, relationnel et spirituel. Mais les personnes se posent ces questions toutes seules. Je dirais, il n'est pas, on n'adresse pas ces questionnements volontiers, par exemple l'impact psychologique ou bien éducationnel, ou bien par exemple les étudiants, les élèves qui se sont trouvés tout seuls ces dernières semaines. Ils se sont sentis peut-être abandonnés. Donc il y a plusieurs questionnements sur les moyens qu'adoptent les jeunes aujourd'hui pour communiquer avec les autres, comment ils comprennent les autres et quels sont les critères pour se comprendre et tisser les relations avec les autres. Je pense que la plupart de ceux qui participent au webinaire aujourd'hui appartiennent à une génération qui ne sont pas nés dans l'ère numérique. Mais je crois que tous ceux qui ont moins que 20 ans le sont. Et ceci a changé radicalement notre monde. Donc, c'est sur la base de ces questions que nous allons observer les risques en ligne. Et ceci peut être une liste des risques possibles
Et ceci est vrai en tout temps. Je vais revenir sur la spécificité de cette période du confinement, mais l'Internet permet à ceux qui voudraient nuire aux enfants et aux adultes vulnérables, en facilitant la production, l'accès et le partage de matériel à caractère sexuel, de trouver des délinquants partageant les mêmes idées et de réduire leur risque de détection. Donc, ceci est particulièrement nuisant parce qu'il y a une nouvelle forme de traumatisme qui a été formée dans le monde numérique. Si vous téléchargez, si vous envoyez, si vous chargez, si vous regardez des photos ou les vidéos des enfants qui ont été abusés sexuellement, ceci ne se passe pas une seule fois, mais peut arriver plusieurs et des milliers de fois. Donc, chaque victime, il y a toujours une victime quelque part, de quelque sorte, d'un genre d'abus. Donc, c'est un fait traumatisant. Donc, c'est aussi, c'est différent, mais c'est toujours un abus, de l'abus physique. Donc, il y a ceux qui font de l'abus sexuel en ligne par l'accès, la possession, la production ou la distribution des vidéos. Je vous prie de faire attention à votre langage. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça en le nommant de la pornographie des enfants. C'est un concept erroné parce que ça suggère qu'il s'agit de la pornographie que les adultes peuvent suivre. Non, c'est l'exploitation et l'abus sexuel des enfants. Et une autre forme d'abus n'est pas seulement ne constitue pas seulement dans la prise des photos et des vidéos, mais aussi de l'exploitation du matériel dans le monde numérique. Donc, tout ce qui a été inventé, tout ce qui a été créé, voilà, même s'il s'agit de mettre en sketch, de créer des schémas sur des enfants qui ressemblent aux enfants réels. Donc, la sollicitation en ligne à des fins sexuelles, c'est-à-dire développer une relation avec un enfant pour permettre son abus ou bien son exploitation sexuelle en ligne ou hors ligne. Donc, vous allez noter que j'emploie la parole « enfant » parce qu'il s'agit des mineurs, donc tous ceux qui ont moins 18 ans, mais la plupart des risques en ligne sont aussi applicables pour les adultes. Les adultes aussi se trouvent dans des situations de vulnérabilité ou bien sous les mains de ceux qui veulent l'exploiter. Donc, ce n'est pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Par exemple, ça peut se passer dans ce qu'on appelle la sextorsion ou bien la vengeance, c'est-à-dire les gens font subir les enfants un chantage à des fins sexuelles et pour obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel que les enfants envoient eux-mêmes et qu'ils pensent que c'est seulement pour des gains économiques. Donc, quand
la personne a en main ce matériel qu'il commence à menacer les enfants. D'autres risques en ligne, le sexting, l'envoi, la réception ou la transmission des messages sexuellement explicites, des photographies ou des images. Et ceci est un genre d'abus sexuel qui s'effectue souvent entre les jeunes de même âge. Donc, on a l'abus sexuel qui est transmis en direct par le biais d'une webcam, comme ça se passe aux Philippines. Et ça menace la dignité et la sécurité de beaucoup d'enfants qui sont envoyés par leur mère, qui sont, vendus par leur mère pour mener des actes sexuels et son matériel est regardé partout dans le monde par les gens qui payent pour le voir. Donc, on parle aussi de l'intimidation du monde Internet, ce qu'on appelle le cyberbullying et la radicalisation politique et violente. Donc, toutes ces formes d'abus sexuels se trouvent parmi les mineurs, mais aussi parmi les adultes. Ça augmente en numéro, en masse. Voilà. Donc, ce que je ferai maintenant, c'est demander au bureau à Rome de mettre le vidéo en ligne. C'est un vidéo qui a été réalisé pour la cérémonie d'ouverture du congrès sur la sécurité des enfants en 2017. Et ça montre des faces différentes d'enfants différents qui parlent, qui racontent sur des genres de l'abus sexuel. Ce sont bien sûr des acteurs, mais c'est un vidéo qui est très fort. Et c'est de la longueur de 5 minutes. All my friends have boyfriends. Toutes mes amies avaient un petit ami, mais personne ne me regardait. Je voulais juste que quelqu'un me parle, que quelqu'un me prête attention. Quand il m'a envoyé son premier message, il m'a dit qu'il était l'ami d'un de mes amis. Je n'ai pas pensé à vérifier. Il était si mignon. Il a dit que j'étais belle. Il a dit que je pouvais être un modèle. Quand il a demandé la première photo, je n'ai pas voulu le faire. Je sais que je n'aurais pas dû lui envoyer. Je voulais qu'il m'aime bien. Je voulais qu'il continue à m'envoyer des messages. Mais quand il a demandé une photo de moi nue, j'ai su que c'était mal. J'ai dit non au début. Il m'a appelée en pleurant. Donc, je suis comme les autres filles. Je le mène en bateau. Il m'a fait sentir si mal. J'ai senti qu'il fallait le faire. Il dit maintenant qu'il va l'afficher partout. Il va me ruiner si je ne le paye pas. Je suis vraiment une idiote. Je lui ai déjà donné tout l'argent que j'ai. Mais il en demande toujours plus. Il va envoyer ses photos à tout le monde pour m'humilier. Mais je n'arrive pas à croire que je pensais vraiment qu'il m'aimait. Un ami m'a dit qu'il était facile de gagner de l'argent en le vendant. Si je mettais un message avec les bons emojis que tout le monde aimait, certaines personnes m'envoyaient des messages et me faisaient boum, de la liquidité en main. Je n'arrivais pas à croire que c'était si facile. J'ai finalement ressenti comme libre. Mais ensuite, j'ai vendu ces pilules à cette fille. Elle en a pris trop. Mon copain me dit que c'est de sa faute, mais je me sens tout le temps coupable. Maintenant, je déteste vendre. J'aurais aimé pouvoir m'arrêter. Comment puis-je m'éloigner d'eux? Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages pour m'en demander plus. Ce n'est qu'une question de temps avant que je me fasse prendre. Je suis tellement paranoïée. J'ai tellement peur. Je ne sais pas à qui faire confiance. Qui me regarde?
Ça a commencé après que j'ai téléchargé des jeux. Ces publicités venaient de commencer à apparaître avec ces filles qui me demandaient si je voulais parler. Donc les filles ne me parlent pas d'habitude. Donc j'ai cliqué, j'ai regardé, c'était assez bizarre, mais j'ai bien aimé. Je regardais un autre, puis un autre, puis une autre vidéo. Maintenant, je les regarde chaque fois que je peux. Regarder quelque chose, trouver quelque chose de nouveau. Je pense à ces filles toute la journée. Pourquoi les filles de mon âge ne ressemblent pas à celles-ci? Je ne peux pas m'arrêter. Parfois, je suis dégoûtée de moi-même. Les gens nous montrent du doigt, nous fixent et jurent tous les jours sur ma famille et moi. Je jure que si j'avais les mains sur eux, je les tuerais. J'ai trouvé mes frères dans la foi en ligne. Maintenant, c'est nous qui les effrayons. Rentrez chez vous, ils disent. Eh bien, ils crient. Eh bien, je suis chez moi. Je sais que mes frères sont avec moi. C'est ma bataille maintenant. Lâche, idiote, sale chienne. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ils me crient dessus, me bousculent avec mes cheveux. Mais puis, ça a commencé en ligne. Ils m'envoient des messages toute la journée et toute la nuit, sur chaque application. Je ne peux plus leur échapper. Je ne peux même plus poster quelque chose parce qu'ils commentent des choses horribles. À chaque fois que mon téléphone vibre, j'ai cette douleur dans la poitrine. Il n'y a pas d'échappatoire, pardon. De toute façon, à quoi bon? Personne ne m'aime. Personne ne se soucie de moi. J'ai dormi pendant mes examens à l'école ce matin. Qui s'en soucie? Je préfère faire quelque chose avec mes amis, comme jouer à ce jeu. Les graphiques sont vraiment incroyables. C'est comme si j'étais vraiment là. Je vole des voitures, je tue des gens, je fais exploser des trucs. Ma mère dit que je dois faire plus de sport et étudier davantage, mais à quoi bon? Je veux juste jouer. Oui, mes notes ne sont pas très bonnes, mais j'oublie tout ça quand je joue. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Pourquoi devrais-je arrêter? Il y a un caméra dans ma chambre. Il n'arrête pas de me dire de le regarder. Des hommes étranges arrivent. Ma mère les laisse faire. Ils me touchent. Ça fait mal. Je veux juste jouer. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je ne sais pas pourquoi ils me font ça. Je pleure tout le temps. Ma mère ne m'entend pas. Je ne sais pas où elle va. J'ai peur. Donc, c'est du matériel fort et je suppose, voilà, je suppose qu'il a touché beaucoup de parmi vous. Donc, c'est pourquoi je vous demande vraiment d'accueillir votre sensibilité. Je voudrais vous montrer quelques diapositives avec des nombres pour avoir une idée sur l'âge et la gravité du problème. Vous voyez, il y a un bon nombre d'enfants abusés. Voilà, il y a beaucoup des enfants qui ont moins que 2 ans. Si vous observez les numéros, pas seulement le pourcentage, les nombres sont choquants. Ça arrive de l'association qui observe ce phénomène à niveau mondial.
Vous voyez, on fait référence au nombre dans la Grande-Bretagne. Si vous regardez les groupes d'âge, ceux qui sont entre 11 et 13 et 7 et 10, c'est vraiment gênant. Donc la partie en bleu et la partie en vert. Donc les vidéos ne sont pas réalisées seulement avec des adolescents, mais aussi entre 7 et 13, donc la préadolescence. Il s'agit surtout des filles, voilà, comme le montre le schéma. L'année dernière, comme vous voyez, c'était beaucoup plus que 90% le pourcentage des filles qui ont été sujettes à un abus sexuel. La gravité aussi est horrible, terrifiante, parce que la catégorie A, donc qui montre une activité sexuelle des adultes et des enfants, est de 30% en 2017, mais si vous observez la catégorie B, donc seulement par le biais des images, vous voyez que la moitié des abus sont de la catégorie des abus très graves. Ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent était surtout avant le confinement. Quelles sont les spécificités de cette période, surtout dans ces semaines et ces derniers mois, à la lumière de l'isolement que tout le monde est en train de subir dans leur maison, dans leur lieu, partout dans le monde. Donc, la police dans le monde entier les forces de police avertissent que les auteurs de ces crimes utilisent le confinement pour cibler les enfants. Et il y a, durant les dernières semaines, il y a vraiment de nouveaux numéros. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a près de 9 millions de tentatives en avril pour accéder à des sites web d'abus pédosexuels. Au Danemark, le nombre de tentatives d'accès à des sites web de maltraitance d'enfants a triplé. En Espagne, les rapports sur les vidéos pédophiles en ligne ont augmenté de 20% depuis mars 2020. En Australie, le téléchargement d'images d'abus a augmenté de 86% dans les 3 semaines qui ont suivi le 21 mars en Australie. Donc, 86% plus de téléchargements. Et le centre, le centre de la protection des mineurs aux États-Unis a enregistré une augmentation de 106% des signalements de cas suspects. Voilà, durant le mois de mars. Quoi encore? L'Europol, la présidente de l'Europol a exprimé son souci parce que les enfants sont de plus en plus vulnérables, ils sont isolés, ils ne sont pas aussi bien surveillés en ligne, ils passent plus de temps en ligne pendant cette période qu'ils ne l'auraient fait auparavant. Donc, bien sûr, quand vous voyez qu'ils sont dans les maisons, en famille, ils sont toujours en ligne, connectés. Ceci augmente l'échange de matériel généré par les utilisateurs même, c'est-à-dire les enfants
ils prennent des photos d'eux-mêmes nus et ils les envoient sur les applications L'augmentation de nombre d'enfants vulnérables sur le plan émotionnel à cause du confinement fait courir aussi un risque accru de manipulation psychologique parce qu'ils n'ont pas de lieu où aller, où sortir. Donc, les parents ou bien les accompagnateurs sont aussi dans le même isolement, donc ils sont aussi en difficulté, mais avec les parents qui essaient de tenir les responsabilités du travail scolaire à la maison. Donc, les enfants sont susceptibles d'être exposés à plus d'écrans qui n'est pas surveillé par les parents et donc plus à risque d'exploitation sexuelle en ligne. Ensuite, il y a l'isolement. Donc, l'isolement dû au confinement est susceptible d'augmenter la probabilité que les abuseurs agissent sur leur impulsion. En psychologie, il est important de réaliser comment contrôler ces impulsions, mais au temps du confinement, il n'y a pas vraiment des moyens pour compromettre, pour voilà. Donc, les abuseurs n'ont pas vraiment accès même à des conseillers médicaux. Donc, les difficultés économiques aussi, l'impossibilité de voyager en raison du confinement sont aussi susceptibles d'accroître le risque d'abus dans le milieu familial. Les restrictions perturbent les services de signalement ainsi que les agences de contrôle ordinaires, les écoles, les services sociaux, donc, et les contacts quotidiens normaux en dehors du domicile. Donc, l'accent actuellement mis par les gouvernements, c'est et les services répressifs sur Covid et les perturbations causées par les mesures de protection associées font que l'exploitation sexuelle des enfants en ligne est moins prioritaire dans de nombreuses juridictions. Les personnes sont plus occupées, plus soucieuses d'être en bonne santé, d'avoir de l'argent pour continuer à vivre. Et c'est pour ça que la protection est vraiment en bas de la liste. Donc, pour toute personne ayant survécu à une forme quelconque de violence, d'abus ou d'exploitation sexuelle en ligne, tous ces reportages de violences domestiques et sexuelles que nous lisons aujourd'hui peuvent prendre quelqu'un au dépourvu et même si l'on s'en est bien sorti, cette intrusion soudaine dans ses pensées peut ramener l'esprit au traumatisme. Donc, c'est un moment intriguant pour toute personne ayant survécu cette forme d'abus. Cette situation aussi cause des facteurs de stress parce qu'elle peut déclencher des réactions comme des flashbacks, des crises de panique, des troubles du sommeil, des cauchemars, parce que être à la maison avec des enfants et ne pas pouvoir sortir crée vraiment du stress, des soucis financiers, être coincé chez soi avec son agresseur et être incapable de partir. Donc, j'ai donné ici, je vous passe ici le lien du centre au Glasgow qui est en train d'aider les gens qui ont subi un abus. Vous pouvez aussi trouver du matériel pour soutenir et accompagner les victimes. Vous allez recevoir
la présentation après notre webinaire, donc vous n'avez pas à écrire ceci maintenant. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site et pour trouver aussi de nouveaux moyens pour contre-agir. La protection, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et la première question, que peuvent faire les accompagnateurs? Il s'agit des parents, des parents adoptifs, tous ceux qui sont tous ceux qui ont le rôle d'accompagner, de soutenir. Donc, utilisez le contrôle parental, des outils logiciels qui vous permettent de surveiller et de limiter ce que votre enfant voit et fait en ligne. Ce n'est pas évident parce que les enfants sont très intelligents, ils savent comment faire et j'ai vraiment lu dernièrement des statistiques sur les enfants qui peuvent manipuler ces outils, mais c'est toujours un moyen qui peut aider à surveiller les enfants et voir ce qu'ils font en ligne. Voilà, fixer des limites, des délais de temps. Et ceci requiert discussion et parfois ça peut causer de la tension, mais c'est quelque chose de très important, donc de mettre un temps limite et de l'espace pour l'utilisation de l'Internet. Donc, par exemple, si nous nous mettons dans la salle de séjour, on ne doit pas utiliser nos téléphones. Donc, choisir des zones sans appareil à la maison. Connaître les applications et les jeux que les enfants utilisent, en particulier la messagerie, le chat. Donc, voilà, savoir comment les éteindre. Activer des paramètres de confidentialité les plus stricts. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes accompagnateur d'un enfant, voilà, même en mode officiel. Donc, vous pouvez aussi regarder et jouer avec eux pour comprendre ce qui est plus sain pour eux, ce qui est plus menaçant et qui peut causer un risque. Que peuvent faire les écoles? Je suppose que la majorité d'entre vous travaillent dans des écoles ou des institutions éducatives. Que peuvent faire les écoles pour soutenir les élèves? Elles peuvent s'assurer que les élèves savent qu'ils peuvent toujours contacter les enseignants et les autres personnes de soutien dans votre école. Donc, définir des attentes claires en matière de comportement respectueux en ligne, surtout parmi les jeunes. Donc, veuillez à ce que les élèves disposent de voies de signalement claires. Si quelque chose de négatif se produit en ligne, qui doivent-ils contacter? Qui doivent-ils appeler? Father, could you please speak a bit louder? The voice is too low for the interpreters. I am shouting already. Pour moi, je suis en train de crier. Est-ce que vous pouvez parler avec une voix plus haute pour les traductrices? Je pense que je suis en train de crier. Donc voilà, modéliser des pratiques saines en ligne, notamment en utilisant un langage positif et encourageant dans les réunions de groupe. Et encourager les élèves à vérifier la fiabilité et la crédibilité de sources. Mais c'est quelque chose, bien sûr, que vous pouvez faire en temps du confinement, mais c'est aussi bon pour le futur, que vous pourriez mettre à disposition ces moyens, donc expliquer comment utiliser les applications, soyez attentifs aussi à ne pas entrer dans l'espace des autres, c'est-à-dire respecter quand même vos limites.
Donc, que peuvent faire les écoles aussi par rapport au personnel d'appui? Voilà, les écoles peuvent veiller à ce que le personnel communique régulièrement avec ses dirigeants, ses agents de soutien dans dans les cas de difficulté, c'est-à-dire si les élèves sont absents pour des semaines, des jours, des semaines, parfois des mois, comment ces enseignants qui sont soucieux pour leurs élèves peuvent être d'aide? Encourager le personnel à rechercher une aide qui les assiste à s'occuper de leur bien-être numérique, surtout s'ils sont appelés à intervenir d'une manière qui est totalement différente, totalement nouvelle pour eux. Et partager les conseils pour le personnel en utilisant les médias sociaux et la plateforme de collaboration en ligne. C'est une manière transparente de trouver des solutions. Donc, c'est ce que peuvent faire les écoles pour leur personnel enseignant, Et finalement, je passe aux initiatives des écoles pour soutenir les familles. Tenir les familles au courant grâce à une communication claire et directe. J'ai bien entendu le cri de beaucoup de parents qui sont désespérés par rapport aux écoles et aux enseignants de leurs enfants parce qu'ils se sont sentis abandonnés. Il est nécessaire de communiquer clairement avec les familles et d'être vraiment très transparent et clair par rapport à ce qui se passe. Donc, utiliser les canaux de communication habituels avec les familles pour renforcer les attentes claires sur ce qui est une communication acceptable pour tous les membres de la communauté scolaire en ligne et hors ligne. Certaines familles des communautés scolaires ne disposent que de peu ou pas de données pour permettre l'apprentissage en ligne. Elles ont des possibilités pour accueillir ces élèves. Donc, pas seulement ceux qui viennent des familles aisées. Et faire connaître aux familles les services d'assistance téléphonique. Donc, voilà, ce sont les idées, les initiatives, les moyens que peuvent adopter les écoles pour soutenir les familles. Je suis sûre que beaucoup parmi vous font partie des projets similaires. Vous pouvez trouver plus de ressources dans les liens suivants. Voilà, endviolence.org. Leur initiative a une section particulière pour le COVID. Le eSafety bureau en Australie, c'est un bureau mis en place par le gouvernement. Et puis aussi, il y a Stop It Now de la Grande-Bretagne, où vous pouvez trouver la section Get Help, qui offre une aide à la prévention à ceux qui peuvent être préoccupés par leur propre comportement sexuel ou celui de leurs proches. Donc, voilà. Ou bien des personnes qui sont tentées vers l'abus sexuel. Donc voilà, vous pouvez trouver beaucoup de matériel. C'est vraiment très bon et c'est vraiment élaboré d'une manière efficace. Comme j'avais dit au début, je sais que vous vouliez savoir davantage, mais je m'arrête ici pour parler de ce que vous pouvez faire. Maintenant, je prépare ceci. C'est une nouvelle expérience pour moi avec un groupe aussi large. Donc, je voudrais vous demander de prendre 5 minutes
pour penser à ce que vous voulez faire par rapport à la protection des mineurs en ligne. Au début, prenez 1 minute pour reconnaître votre réaction par rapport à ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui dans cette intervention. Ensuite, prenez 1 ou 2 points que vous envisagez de mettre en œuvre. Et troisièmement, notez les points et donnez-vous un délai, mettez un calendrier. Donc, commencez par prendre conscience de votre réaction et de ce que vous voulez faire, parce que vous êtes maintenant dans cette perception personnelle. Donc, 1 minute. Okay. Another 2 minutes. D'accord? Prenez 2 autres minutes pour réfléchir. Donc, pensez avant d'écrire. Réfléchissez à 1 ou 2 points que vous envisagez de mettre en œuvre par rapport à la protection des mineurs en ligne. Comment désirez-vous réagir? Prenez 2 minutes. And another Et 2 autres minutes pour écrire. Notez les points et donnez-vous un calendrier de mise en œuvre. Donc, parlez aux gens, s'informer davantage, savoir davantage ou tout ce que vous avez en tête.
So I do hope that you Donc, j'espère bien have found something and that que vous avez trouvé quelque chose et que vous allez continuer à travailler sur ceci parce que c'est mon but, c'est le but principal de ce webinaire. Donc, en ce qui me concerne, c'est ce que je voudrais bien réaliser. Il ne s'agit pas seulement de savoir davantage sur la thématique, mais de pouvoir prendre conscience et agir. Voilà, se mettre en jeu et mettre en œuvre des initiatives pour ceci. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter le niveau de sensibilisation dans votre environnement? Les lignes directives, les politiques, les stratégies dans vos congrégations, dans vos diocèses, là où vous travaillez. Est-ce que ces documents de stratégie, de politique, prennent en considération la protection des mineurs en ligne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les développer? Beaucoup de ce qui doit être fait en ligne et non pas voilà, par les structures ecclésiastiques, mais il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales, des institutions avec lesquelles quelqu'un peut collaborer, surtout dans le travail de la protection des mineurs. Il y a plusieurs structures vraiment qui peuvent vous aider dans ça. Comment, voilà, pouvez-vous être encouragé, les familles, les écoles, les religions dans la sauvegarde? Vous, personnellement, votre institut, votre congrégation, quel est le rôle que peut jouer l'Église catholique, le plus grand réseau mondial, de la base jusqu'au niveau des dirigeants? Est-ce que l'Église parce que l'Église a une position unique. Donc parfois, les gens ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont peu connectés, ils ne sont pas en relation, donc il faut travailler aussi sur ça. Donc en 2017, quand nous avons fini le congrès sur la dignité de l'enfant dans le monde numérique, le feedback que nous avons eu de partout dans le monde, des polices de force, des scientifiques, des ONG, ont présenté au Saint-Père la déclaration de Rome. Et il y a vraiment une phrase qui a touché chacun de nous. Et dans cette ère de l'Internet, le monde affronte des défis sans précédent. Afin d'encadrer les droits de la dignité des enfants et les protéger de l'abus et de l'exploitation. Ces défis requièrent une nouvelle manière de penser et de nouvelles approches, une conscience plus élevée au niveau mondial et un leadership inspiré. Pour cette raison, tout ce que chacun de nous, les centaines qui suivent ce webinaire en ligne, par le biais de notre influence, notre rôle, certains pas doivent être pris dans la sauvegarde et la protection des mineurs. C'est quelque chose que nous avons besoin de tenir clair, de se rappeler de l'importance de ce défi, la protection et la sauvegarde des mineurs en ligne. Et je crois, et je conclus avec ceci,
le Seigneur nous a demandé de faire ça parce qu'il nous a appelés et il nous a envoyé ses apôtres. Il a rappelé ses apôtres que les enfants doivent être libres de venir vers lui en sa présence, dans la présence d'autres adultes ou de toutes les personnes qui sont en charge. Donc, je conclus avec ça et puis on peut commencer notre discussion. Merci bien, Père. Je voudrais inviter maintenant les participants à écrire leurs commentaires, leurs questions dans la fenêtre du chat. Et Claudia et Imer vont sélectionner certaines questions, certains commentaires, voilà, que nous allons adresser au Père Hans. Donc, veuillez prendre quelques secondes pour écrire leurs questions, pour vos questions dans la fenêtre. Donc, je voudrais aussi vous dire qu'on sauvegarde le chat, on l'enregistre, voilà, pour tenir à l'esprit vos questionnements, parce qu'avec le temps qui est à disposition, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Je vois des gens, je vois des participants qui commentent sur ce que vous avez exposé. Quels sont les signes, voilà, les signes émotifs qui montrent qu'une personne a été soumise à un abus sexuel? Merci, Patricia. Nous voulons aussi remercier le Père Zollner pour la présentation merveilleuse. Nous avons reçu plusieurs questions avant le webinaire et peut-être l'une des pistes qu'on peut payer. Donc, particulièrement dans la vie religieuse. Donc, Père Zollner, vous avez parlé de la sextorsion et dans ce champ d'expertise, est-ce que vous croyez que les religieux aussi sont victimes de ces cas? Donc, la sextorsion, la pornographie et tout ça. Bien sûr. Nous pouvons être issus de plusieurs environnements du monde entier. La première chose, si la personne est victime de chantage, par exemple, ceci doit être traité tout de suite. Ce qui est très difficile à faire, c'est être honnête par rapport à ceci. Comment quelqu'un est fini dans une situation pareille? Ceci aussi parfois peut se passer à la fin d'une vie religieuse. Ce que je voudrais dire, c'est que nos maisons, nos séminaires n'ont pas vraiment adressé, et je veux dire la plupart d'eux, ils n'ont pas adressé le fait d'être victime d'un abus sexuel en ligne ou bien d'être l'abuseur, l'agresseur. Par exemple aussi distribuer un matériel sensuel. Donc, ceci est de même dans les familles. Les personnes qui sont en charge ont vraiment peu d'informations sur les moyens
que les enfants adoptent ou bien sur l'impact qu'a l'Internet sur les enfants, donc dans l'action de prendre, de relever les appareils, soit pour les supérieurs des congrégations, soit pour les pères de famille, les membres de famille. Limiter l'utilisation des appareils ne résout pas le problème. Il faut éduquer les gens à l'utilisation de ces appareils. Il y a 10 ans, j'ai parlé de ça dans un séminaire. Voilà, dans un séminaire en Asie. Voilà, le séminaire, on lui a dit: «Ah, vous pouvez vous connecter sur le réseau d'Internet ici, sur cet ordi, dans cette salle». Et il leur a demandé: «Ah bien, vous avez un réseau Internet?» et ils ont souligné que c'est seulement pour les professeurs et non pas pour les séminaires. Pardon, non pour les séminaristes. Et moi, j'étais un peu surpris. Je leur ai dit: «Comment seulement pour les professeurs, pas pour les séminaristes?» Et je leur ai dit: voilà, et ils ont trouvé que les séminaristes regardaient de la pornographie. Donc le même jour, je me baladais dans le jardin du séminaire et j'avais observé quelqu'un qui regardait avec beaucoup d'enthousiasme son appareil, son téléphone, il regardait son cellulaire et je me baladais et je trouvais de plus en plus des séminaristes avec leur téléphone et ils étaient un peu surpris de me voir et la plupart d'eux étaient en train de regarder des vidéos de nature pornographique. Donc, je pense qu'en tant que religieux catholiques, nous devons être capables d'éduquer les jeunes en premier, voilà, de leur aider à préserver leur dignité et voilà, d'essayer de les aider pour ne pas entrer dans cette situation délicate et où ils ne savent pas la fin. Donc, il faut leur éduquer à utiliser, voilà, il faut adresser le problème de l'observation des vidéos pornographiques. C'est un truc, c'est une affaire forte, grotesque, mais il faut adresser cette thématique dans les séminaires, par exemple, dans les familles. Je vois beaucoup de questions. En tant qu'avocate de droit canonique, voilà, donc la question de l'avocate de droit canonique, elle est souvent face à l'intimidation, à une culture qui invite à cacher ce qui s'est passé. Donc, il faut être très clair par rapport aux lois ecclésiastiques. Les documents qui traitent de l'abus sexuel des mineurs indiquent que l'Église ne peut pas avoir une partie. Alors, l'Église réclame qu'elle ne peut pas protéger dans un coin ceux qui font des abus sexuels. Donc, les abus sexuels doivent être aussi traités par les gouvernements et les autorités locales. Donc, en second, la culture peut être changée, mais pas
rapidement. Le changement de la culture a besoin de temps. Il faut se demander quelles sont les possibilités, que peux-je faire moi-même pour soutenir les victimes des abus. Je sais, je sais très bien, j'ai été partout. Je sais que le monde est conditionné, qu'il y a des circonstances qui rendent trop difficile aux personnes d'agir en faveur des victimes de l'abus sexuel, qu'il est aussi très difficile d'en parler et parfois de raconter les histoires, de les reporter à des autorités. Et je rencontre plusieurs personnes dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays dans le monde qui me demandent comment faire avec mon gouvernement local. On ne peut pas changer la culture si nous ne changeons pas notre attitude. Et c'est pourquoi j'insiste sur chaque membre, sur chaque participant. Chacun de nous peut faire quelque chose pour changer un tout petit peu la culture par rapport aux agresseurs et aux victimes de l'abus sexuel. Comment nous pourrions être plus d'aide? Je ne voudrais pas mettre les victimes en risque, mais parfois, dans certains pays, les ressources ne fonctionnent pas vraiment. Et les agresseurs peuvent être aussi dans la même famille, dans la même maison, et il a plus de possibilités d'abuser tout de suite de la personne qui parle, de la victime qui parle. Donc, il y a vraiment de risques très importants. Il faut être conscient. Il faut en parler à quelqu'un qui peut intervenir. Je sais qu'il peut être très difficile de trouver la personne à intervenir, mais c'est une obligation morale que chacun de nous a de soutenir une personne, un adulte vulnérable, une personne mineure. Et troisièmement, et je pense que la culture est changée dans la combinaison du respect de la loi et de l'éducation et la formation. Et la meilleure éducation, je suis désolée d'utiliser ces termes. Je ne voudrais pas que ça vienne instrumentaliser. Mais la meilleure éducation est d'entendre et d'écouter la victime de l'abus sexuel. Et c'est seulement en écoutant la victime que vous prenez conscience qu'il faut agir tout de suite. Merci. Je repasse la parole à Dr. McCarthy. The microphone. Try to take off the Voilà. headphones, maybe. Quelques problèmes techniques parce qu'il s'agit de... Oui, voilà. Elle a allumé son microphone. Donc la question arrive de l'Argentine. Comment nous pourrions être sensibles dans la manière que nous adoptons pour communiquer avec les familles, surtout si les victimes, surtout si l'agresseur et la victime sont de la même famille. Je n'ai pas compris le verbe. Ah, comment nous pourrions être donc, elle répète la question. Comment nous pourrions être, comment nous pourrions communiquer avec les familles qui ont l'agresseur et la victime dans le même noyau. Donc, comment être clair et peut-être dans ce cas, il faut parler aux autorités. Si vous doutez, si vous avez un doute substantiel qu'il s'agit d'un abus, la première responsabilité est d'informer la police ou bien un service social quiconque.
qui a la capacité d'intervenir. Si pour quoi que ce soit, ceci n'est pas possible, il y a peu de choses que vous pouvez faire. Pratiquement, vous pouvez appeler la famille dans un horaire et demander comment se passent les choses, comme pour dire d'une manière innocente, ou si vous habitez tout près, vous pouvez leur emmener de la nourriture et frapper à la porte et dire que vous avez besoin de les voir. Ceci pour, ceci pour donner les signes que la famille n'est pas isolée. Et peut-être l'agresseur qui est dans la famille est en train d'entendre et il sait, il comprend que quelqu'un peut intervenir, soit la victime, soit l'agresseur. Hein. Donc, ne sous-estimez pas votre capacité et votre compétence d'intervenir si vous remarquez que quelque chose peut relever d'un abus. La dernière question qui s'agit peut-être sur la prospective de cette intervention. Est-ce qu'il y a des défis sur la protection des mineurs en ligne après le Covid, après la période du confinement, en termes dans l'ensemble? Je crois honnêtement que la sauvegarde et la protection des mineurs dans l'Église et dans l'État, dans tous les pays, a vraiment été secouée et bousculée par rapport au fonds au financement. Je pense que quelque chose s'est passé, ce que vous pouvez voir dans la plupart du monde, là où il y a des catastrophes naturelles, des crises économiques, problèmes sanitaires énormes, manque de stabilité, manque de paix, guerre, il y a plusieurs guerres. Toutes ces circonstances rendent beaucoup plus difficile porter attention, soit par l'Église, soit par les gouvernements, sur la protection des mineurs. Donc, avec tous les problèmes qui se passent, il semble que la protection des mineurs a été renvoyée au bas de la liste. Donc, ils doivent, les préoccupations, les soucis adressent surtout l'aspect de la santé, disons, et ensuite les circonstances. Donc, je pense qu'il faut qu'on qu'on se regroupe de nouveau, qu'on se donne de la force, qu'on travaille ensemble pour reporter l'importance de ce thème. Je pense que ça va être un peu difficile parce que c'est un thème qui est fort, et beaucoup de gens ne veulent rien savoir. Donc, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui participent aujourd'hui, il faut qu'on continue ensemble, même avec tous les problèmes de tout autre genre qui sont en train de rendre la vie toujours plus difficile. Dans le monde de l'Internet, il y a beaucoup de gens qui disent, à cause de la pandémie et à cause de la nécessité de travailler en ligne, les écoles, les universités, les entreprises, tout genre de travail, il y a une forte probabilité que le monde numérique augmente d'importance. Il est très probable que nous allons passer
plus de temps en ligne, donc ce qui est vrai pour les jeunes, ceux qui sont nés dans l'ère numérique, et ils vont être, même aussi pour les religieux, les séminaristes et les sociétés. Donc, je pense, nous devons nous soucier pour trouver un mode d'éduquer à l'accès à l'information, soit à l'école, soit à l'université, éduquer à l'utilisation de l'Internet, éduquer à affronter nos défis pédagogiques, psychologiques. Je ne vois pas beaucoup d'efforts dans ce domaine. Peut-être il y a beaucoup de gens qui travaillent loin, peut-être s'occupent d'autres tranches d'âge, mais je pense qu'il faut travailler sur ça. Donc voilà, je pense nous avons besoin de réaliser que ça va être beaucoup plus important dans nos vies. Nous ne pouvons pas le laisser, nous ne pouvons pas permettre que personne ne prête l'attention à cette thématique. Il faut vraiment développer de l'éthique et un accord pardon, sur comment nous protéger et protéger les autres des abus sexuels. Merci, le père Zollner. Il y a beaucoup de gens qui vous remercient parce que c'était une présentation. Voilà, beaucoup remercient pour la qualité de l'intervention et pose beaucoup de questions. Je souligne que le webinaire, ce séminaire va être aussi sur le site de l'Union internationale des supérieurs générales et aussi sur le centre. Donc voilà, je remercie aussi et je crois que la collaboration entre toutes les structures comme la WIS qui travaillent beaucoup dans ce domaine, voilà, notre collaboration est importante. Je voudrais parler de ce que le père Zollner a appelé à mettre en relief, surtout au sein de l'Église, en tant que structure ecclésiastique. Nous avons besoin d'adopter, de travailler, de mettre des initiatives dans les écoles, les familles, surtout parce que les religieux, les consacrés travaillent dans tous ces domaines. Il faut qu'on travaille ensemble, qu'on collabore. Durant cette pandémie, nous sommes rendus, nous sommes plus conscients de tout ça. Je remercie tout le monde. Je remercie le Centre de la protection des mineurs que le père Hans préside, l'Union internationale des supérieurs générales, le téléphone Azzurro, pour l'attention de tous les participants, pour tous ceux qui ont travaillé sur les détails. Notre prochaine rencontre est le 13 juin. Nous allons avoir docteur des Philippines, notre psychologue, professeur. Il travaille aussi avec les agresseurs. Il aussi préside un centre pour la protection et la sauvegarde des mineurs aux Philippines. Donc, il va nous parler de la victimisation. Ça va être aussi à 11h30 et nous allons inviter tout le monde à s'inscrire dans les semaines qui y arrivent. Merci à Sœur Patricia, à Florence, à Patricia pour cette série. Voilà, en souhaitant de vous revoir virtuellement au plus tôt possible.